On enchaîne avec la dernière table ronde, c'est celle qui concerne les tiers-lieux et on accueille Fabien Miedzianowski, Fabien Versange, Dominique Valentin, Frédéric Boissière, Loïc Gervais, Hélène Lamblin et Anne Faure. Voilà pour les invités de cette table ronde. Prenez place, madame et messieurs, dans une ambiance fraternelle, apaisée et propice au débat. Oui. Pardon. Prenez place de toute façon. Alors on a un invité qui n'était pas prévu mais qui vient quand même et il est le bienvenu. Mais c'est pas vous qui allez être dans une vidéo? Oui. Vous êtes physique en vidéo? Alors, excusez-moi, j'étais en train de... Je suis un peu confus parce que j'ai eu l'impression que ça allait se battre, mais alors, avec nous, sans ordre protocolaire aucun, le directeur général adjoint des services du conseil départemental du Cantal en charge de l'attractivité et du développement du territoire. Il s'agit de Fabien Miedzianowski. On parlera avec vous dans le cadre de cette réflexion sur les tiers-lieux de l'utilisation qu'en a fait le Cantal avec une stratégie claire et nette sur le développement du télétravail. Il y a avec nous également Fabien Versange, qui est le cofondateur de SiteW. C'est une entreprise auvergnate qui a été créée en 2007. Elle est installée dans le Cantal et elle édite une plateforme de création de sites web pour des quasi-profanes. C'est la création de sites pour tous. Il est là, où êtes-vous? C'est vous? Bonjour, soyez bienvenue. Qui avons-nous d'autres? Dominique Valentin, le PDG de Relais d'entreprise. C'est une entreprise qui se désigne elle-même comme le premier réseau de tiers-lieux pour les télétravailleurs et les entreprises agiles. Bonjour monsieur. Frédéric Boissière, le patron, le PDG de Boissière et Fils, une entreprise de construction de maisons à Ossature-Bois qui est installée dans l'Aveyron. Loïc Gervais, le président de Numédia, c'est la Fédération nationale des professionnels de la médiation numérique. Hélène Lamblin, qui est en charge des projets numériques à la Caisse des dépôts et consignations pour l'Auvergne, la Bourgogne et Rhône-Alpes. Bienvenue madame, bienvenue également à Anne Faure, qui est chargée de mission égalité numérique des territoires à la direction du développement des capacités des territoires du Commissariat général à l'égalité des territoires. C'est l'ancienne Tatar qui fut la GAC. Enfin, c'est l'instrument de pilotage et de mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire de la France. Alors, c'est bien des tiers-lieux dont nous parlons et cette dénomination recouvre une réalité assez hétérogène. Il y en a à la campagne, il y en a aussi en ville. Certains sont publics ou en tout cas d'initiative publique, d'autres sont 100% privés. On va creuser la définition avec nos invités dans un instant. Et pour l'instant, on prépare le magnéto en régie. Illustration avec un tiers-lieu qui a ouvert récemment en Eure-et-Loire, une initiative complètement privée à Saint-Victor de Burton, un lieu où on peut à la fois travailler, manger et dormir pour 40 € hors taxe par jour. Écoutez le témoignage de ceux qui sont à l'initiative de cette affaire. Pas de magnéto. Ok, c'est un festival aujourd'hui. Alors, est-ce que vous en êtes là du truc? Oui, eh ben, je vous en prie. Présentez-vous vous-même, puisque je n'ai pas du tout en capacité de le faire. Et puis, parlez-nous de cette affaire, si c'est bien de ça dont vous voulez nous parler. C'est ça. Je suis Antoine Couperin, responsable de Multinomé Village, qui est un espace de coworking rural, dans son genre en Eure-et-Loire. Du coup, on est dans un corps de ferme avec un espace de 50 hectares de terrain avec des vergers, des prairies, des forêts, dans lequel on peut se balader, se relaxer, etc. On a une connexion haut débit avec 2 espaces de coworking qui nous permettent de travailler sur le projet. Une solution d'hébergement en dortoir ou en chambre double. Un potager en permaculture assez grand qui nous permet de manger des bons fruits et légumes bio.
Et du coup, le concept, c'est en général on accueille des indépendants qui viennent travailler ici pendant un jour ou un à 10 jours en fait, qui viennent se relaxer à la campagne et travailler au calme, au vert, sur leur projet. On accueille aussi des startups qui vont faire du team building ou du brainstorming, plein de mots en ing, justement pour fabriquer des startups. Et du coup, ils se relaxent, ils peuvent réfléchir au calme sur leur projet et avoir de nouvelles idées. Le point positif de ça, c'est qu'on mange tous ensemble le midi et le soir, on se fait une bonne bouffe tous ensemble, du coup ça crée des liens, ça facilite les échanges et ça facilite aussi le mix entre les différentes personnes et les différents métiers qui viennent travailler dans le village. Voilà, plus ou moins. Oui, et on a sur Internet, on trouve sur Internet des images, et si vous me permettez, c'est pas un commentaire, hein, c'est un ressenti par rapport à ce lieu. Ça tient à la fois de la maison de campagne, donc on a le sentiment d'être reçu chez les copains, mais il y a aussi une dimension auberge de jeunesse, sauf que là, c'est plutôt des trentenaires et des quadras, en tout cas des actifs, et on a l'impression qu'ils viennent là pour travailler, mais dans une ambiance, travailler en open space d'ailleurs, hein, ce qui est assez remarquable, mais dans une ambiance qui est différente et avec la possibilité de sortir comme ils le souhaitent, pour faire des étirements face à la vue dégagée qui s'offre à eux, mais ça reste néanmoins, pour vous qui en êtes les opérateurs, un business. C'est comme si vous étiez quelque chose comme hôtelier, sauf que vous louez aussi du mètre carré de travail, hein. Il y a un peu de ça. Voilà, c'est ça, on n'est pas un gîte, on n'est pas une pavillon d'entreprise, on est vraiment un espace un peu mixte où les gens, en général c'est des Parisiens, donc ils dorment sur place. On est à 1h20 de Paris, donc on profite de cette proximité. Les gens en général viennent en train, on va les chercher en voiture à la gare qui est à 12 km. Et du coup, voilà, ils travaillent ici, ils peuvent même profiter des activités, on a un centre équestre, on a des espaces d'eau, justement, ils peuvent faire du téléski nautique, enfin, ils peuvent vraiment aussi faire des activités sportives aux alentours, et ensuite de travailler également. Plutôt de travailler s'ils veulent se détendre et faire des activités sportives. Et c'est un lieu que vous avez monté avec deux de vos frères. Non, c'est vous l'externe. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, vous êtes le copain d'enfance d'une bande de 3 frères. Non plus. Non. En gros, l'espace a été créé par Mutinerie. Ah, alors, pardon, je m'interromps un instant. J'ai fait une expérience dans le cadre de Relevanitique. Je me suis dit, je vais préparer en ligne. Normalement, le journaliste il décroche son téléphone et il appelle la source. Là, je me suis dit, allons au bout de la démarche, faisons tout en ligne. Résultat, mes infos sont bidons. Donc, allez-y. Non, le problème, c'est que Mutinerie a été fondé il y a 3 ans, c'est un espace de coworking parisien, l'un des premiers en son genre à Paris et en France. C'était fondé par 3 frères, Antoine, William, Eric et un ami d'enfance qui s'appelle Xavier. Je l'appelle Antoine, donc c'est pour ça que vous êtes peut-être confondus. Sympa. Il y a des petites pièges comme ça. Et ils ont créé du coup Mutinerie Village, qui est le même espace, mais à la campagne, parce qu'ils se sont dit que ce serait quand même pas mal de pouvoir sortir un peu de Paris et travailler à la cool. Dans une ferme, etc. Alors voilà, ça c'est un tiers-lieu parmi d'autres, un modèle de tiers-lieu. La question, tout comme les autres d'ailleurs, s'adresse à chacun d'entre vous, s'exprime qui veut, dans un état d'esprit parfaitement collaboratif et décontracté. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu? Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure de donner une définition à ce qui apparaît pardon de ce commentaire, mais c'est encore un peu de la novlangue techno-numérique. Qu'est-ce que ça désigne? Vous nous avez donné votre réponse qui veut contribuer à la définition de ce terme. Vous en construisez, donc vous pouvez nous donner votre avis. Oui, alors le tiers-lieu, comme on pourrait le traduire, est le 3e lieu, qui n'est ni la maison, ni le lieu habituel où on peut être amené à travailler. C'est important de faire ce premier point dans cette table ronde pour bien expliquer qu'un tiers-lieu peut accueillir un espace de coworking, qui est un espace de coworking qui est une forme d'aménagement d'un tiers-lieu, donc un 3e lieu, où on vient coworker. Mais en fait, les tiers-lieux peuvent avoir d'autres usages, notamment favoriser le télétravail, donc qui consiste à travailler à distance, mais c'est surtout un lieu qui va permettre une certaine sociabilisation, de sortir de l'isolement,
et de surtout pouvoir bénéficier d'une infrastructure mutualisée que l'on peut difficilement avoir dans des lieux individualisés. Qu'est-ce qu'on y trouve justement comme infrastructure? Alors, généralement, dans un tiers-lieu, on va y retrouver aussi bien des bureaux individuels, pour ceux qui veulent se concentrer et travailler proche de leur domicile. On parlera du concept relais d'entreprise et le concept que nous avons poussé jusqu'au bout de la démarche avec Frédéric Boissière de Boissière et Fils. Mais on y trouve aussi des lieux où on peut favoriser des échanges, donc l'espace de coworking, donc des endroits un peu dans un aménagement moderne, avec des grands canapés, avec des grands murs pour pouvoir faire de la co-création. Et ça, c'est valable quand il y a sur le territoire une concentration de professionnels qui ont, pour certains, basculé du statut de salarié. C'est un lieu qui permet d'agréger des indépendants, c'est ça l'idée? On a une tendance, et il y a beaucoup de conférences qui se sont animées sur cette thématique et ce titre qui était un peu provocateur, on disait l'emploi est mort, vive le travail, l'évolution du statut de CDI vers un modèle beaucoup plus agile, beaucoup plus ouvert, certains appellent ça de la précarité, d'autres appellent ça de la flexibilité. C'était Laurence Parisot qui avait dit que la vie était précaire, l'amour était précaire, pourquoi l'emploi ne le serait-il pas? Et le schéma qui consiste à étudier 20 ans... Effectivement, c'est beau comme du Laurence Parisot. Oui, mais voilà, mais étudier 20 ans et pour travailler 40 ans dans la même entreprise, je pense que ça, c'est un système qui n'existe plus. On est amené à changer de statut, et aujourd'hui, notamment des salariés qui ont été contraints par des problématiques de déplacement pendulaire, et je vais laisser la parole parce que sinon je parlais tout à l'heure de la médecine, mais dans tous les cas, les personnes donc, salariées sur des territoires dortoirs condamnés à des déplacements pendulaires et qui à un moment n'en peuvent plus, et qui ont une maîtrise de leur savoir-faire, décident de basculer en tant que prestataire. Un mot sur votre métier à vous. Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes un promoteur spécialisé dans ce format que sont les tiers-lieux. Vous construisez des bureaux qui ont vocation à être des tiers-lieux? Au départ, je suis avant tout un citoyen qui a refusé la fatalité de voir la problématique des déplacements pendulaires et qui a refusé de me retrouver coincé dans une rocade pour envoyer des mails et passer des coups de fil. En 2012, j'ai construit le premier relais d'entreprise en face d'une crèche intercommunale à Rieux-Volvest, près de Toulouse, à 45 km de Toulouse, là où j'habite, tout simplement parce que je me suis dit, mais à quoi ça sert d'aller au bureau pour envoyer des mails et passer des coups de fil? Autant de choses que je pourrais faire à distance, ce qui me fera gagner du temps pour aller courir, préparer le marathon, ou pour effectivement m'occuper de mes enfants. Ensuite, effectivement, ce projet, qui est un projet de citoyen, d'ailleurs reconnu par Alexandre Jardin dans la démarche Bleu Blanc Zèbre, pour ceux qui connaissent, et en fait, des communautés de communes, des collectivités m'ont appelé en disant mais ce que vous avez fait c'est génial parce que vous apportez une réponse à la problématique du rééquilibrage des territoires et à la problématique des mobilités sur les territoires sous influence des métropoles. Et donc du coup, cette expérience, on en a fait une vraie société qui s'appelle Relais d'entreprise, qui apporte le concept, la connaissance de ce concept de tiers-lieu de petite taille, dont la zone d'influence est très courte, parce que si c'est pour faire une heure pour aller dans un tiers-lieu, pour échapper aux embouteillages, autant rester à la maison, autant aller effectivement dans son bureau habituel. Donc ce que l'on fait aujourd'hui, notre société, Relais Entreprise, en fait, on mâche le travail, on apporte effectivement cette expertise aux communautés de communes ou aux communes, aux pays, mais aussi aux investisseurs privés qui ont fait le même constat d'être sur un territoire sous influence d'une métropole, ce qui représente pratiquement 95% de la population, et qui veulent ne pas réinventer ce qui s'est fait par ailleurs et profiter également de la visibilité d'une marque pour gagner en efficacité et rationaliser les coûts pour rendre rentable l'exploitation d'un ensemble de bureaux. Et c'est pour ça qu'on a été jusqu'au bout. Vous avez mis au point un concept de tiers-lieu que vous vendez une marque parce que à des collectivités ou à des privés ou à des investisseurs. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est de pouvoir très rapidement avoir un maillage satellitaire autour des métropoles pour pouvoir ensuite s'adresser aux DRH et aux entreprises qui ont des salariés condamnés à faire des déplacements, qui se fatiguent. On a des risques psychosociaux, on a une perte de pouvoir d'achat liée au coût du déplacement pendulaire. Et si on va voir Monsieur Airbus en disant tiens, j'ai un tiers-lieu pour vos salariés, il va dire ok, mais qu'est-ce que je vais proposer aux autres? Donc il faut pouvoir proposer un maillage satellitaire. Et c'est pour ça que nous, on développe le réseau pour pouvoir arriver avec une offre globale autour des métropoles. Qu'est-ce qu'un
Monsieur Boissière, constructeur de maisons à Ossaturbois installé dans l'Aveyron, à avoir avec ce sujet. En fait, passez-lui la parole je vais lui laisser la parole. Voilà. Non, mais maintenant. Bonjour d'abord à tous. Nous sommes une petite PME de 27 personnes sur Millau de l'Aveyron. J'ai rencontré Dominique avec la société ou l'entreprise il y a maintenant 6 mois sur un salon toulousain. Et on s'est bien trouvé puisqu'aujourd'hui il a une philosophie qui rejoint tout à fait la nôtre. Nous construisons de l'habitat, ou du bâtiment plutôt de l'habitat, économe en énergie. Nous sommes spécialisés dans le bâtiment passif ou à énergie positive. Et l'idée de dire on réalise du tiers-lieu, des bâtiments en périphérie des grandes agglomérations et à les réaliser, faisons-les correctement, faisons des bâtiments respectueux de l'environnement, respectueux des zones qui l'occupent et qui vont avoir la capacité, qui vont permettre aux collectivités d'avoir un faible coût à l'utilisation de ce bâtiment-là. Donc sans forcément besoin de chauffage, sans forcément avoir besoin de climatisation. Aujourd'hui, nous avons nos propres bureaux d'entreprise qui ont maintenant 5 ans, qui sont réalisés de façon passive, jusqu'à 0 degré à l'extérieur, nous n'avons pas besoin de chauffage. Il y a 6 ordinateurs qui tournent à l'intérieur, sur 95 mètres carrés, on ne chauffe pas. Donc l'intérêt est là aussi pour la collectivité, créer du bâtiment qui va être économe en énergie, respectueux de l'environnement. Et dans la conception même des tiers-lieux, pour ce que j'en ai vu dans le cas de Mutinerie Village, il y a un côté relativement ouvert et, pardon, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste pour le décrire, relativement bordélique d'une certaine manière. En tout cas, ça n'a pas l'air très rationnellement organisé, c'est ce que je veux dire. Comment est-ce qu'on conçoit, et là c'est un bâtiment qui préexistait et que les propriétaires se sont appropriés. Vous travaillez dans un lieu qui était manifestement une ferme et qui a dû faire l'objet d'assez peu d'aménagement, et ça convient bien, semble-t-il, à ce que vous voulez faire. Quand on conçoit ex nihilo un tiers-lieu qui doit remplir cette fonction de coworking, avec des flux, avec voilà, cette ambiance, on va dire Silicon Valley, comment on le pense architecturalement? L'idée, c'est de rationaliser effectivement les bâtiments. Il y a eu une étroite collaboration, un travail fait avec un cabinet d'architecture, Dominique avec l'expérience qu'il a avec les entreprises qu'il a déjà réalisées sur le terrain, et nous, bâtisseurs de projet, essayer de rationaliser le bâtiment. Ce que disait Dominique tout à l'heure, l'idée c'est pas de faire des gros bâtiments des gros bâtiments, mais en faire plusieurs petits à 30 km l'un de l'autre, de façon à avoir le plus près possible de son domicile un bâtiment proposant du télétravail. Qu'est-ce qui fait qu'on s'approprie ou pas ces tiers-lieux créés, une fois encore, ex nihilo, vous les plantez là, et puis les gens viennent ou pas, restent ou non. Quels sont les facteurs clés de succès de ces lieux quand ils sont créés artificiellement, si j'ose dire? Moi, je vais vous parler de la partie bâtiment. Peut-être Dominique vous parlera. Non, on peut parler activité aussi à l'intérieur. Hein. Je m'adressais aussi à la Fédération des médiateurs. D'accord, moi je parle de la partie bâtiment. Aujourd'hui, si on veut être bien dans un bâtiment, c'est comme chez soi. Il faut se sentir bien, il faut qu'on soit un petit peu moderne, fonctionnel, avoir une ambiance qui soit bonne, que ce soit au niveau du trou hygrométrique des pièces, etc. Et le bois nous le permet. La conception, comme nous la faisons des structures en bois, on est sur des murs perspirants, donc des murs qui nous permettent d'avoir une ambiance saine à l'intérieur du bâtiment. Il y a aussi la modernité, il y a le design, l'architecture du bâtiment qui fait qu'on va se sentir bien, qu'on va se sentir chez soi et qu'on va s'approprier le lieu. Ça, c'est pour la partie technique du bâtiment. Après, je vous laisse prendre la parole. Oui, après il y a la question des services. Je suppose que les utilisateurs de ces tiers-lieux, qui sont des clients, ont des attentes. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à votre question de qu'est-ce qu'un tiers-lieu, j'ai envie de dire, regardez autour de nous, puisque nous sommes dans un tiers-lieu, qui là, en l'occurrence, est éphémère, qui est un tiers-lieu qui va durer sur 2 jours. Donc c'est un lieu qui n'est ni le lieu de travail, ni notre domicile, on l'a bien expliqué au public, et dans lequel on réunit des gens venus de tout horizon autour d'un projet commun.
Voilà un peu une définition du tiers-lieu. L'autre définition que je pourrais vous donner pour faire court, un tiers-lieu, ça ne se définit pas, ça se vit. C'est un espace qui est animé, comme là, par une personne, appelé différemment son lieu, et le modèle qu'ont présenté mes deux collègues à ma droite est un modèle parmi tant d'autres. C'est important, il n'y a pas de modèle unique de tiers-lieu. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est un peu la cathédrale des bazars, quand vous regardez ça de loin, parce que prenez autant de personnes différentes autour de vous et demandez qu'est-ce que le bonheur, vous n'avez pas non plus de réponse unique. Mais une fois encore, c'est pas un jugement de valeur. Non, mais bien entendu. Ça peut être tout à fait vertueux. J'entends votre point de vue et il est tout à fait justifié. Et donc, quant à la question des usages et des services, et bien justement, je vais vous donner ce coup-ci un angle anglophone parce qu'il est moins bien quand il est traduit en français, c'est People, Place and Project. Donc des gens, un lieu, un projet. Ça sonne moins bien, après les 3 P, c'est pour ça que je le donne en anglais. C'est donc les services qui vont être en lien avec les besoins des gens du territoire. Donc à chaque territoire différent, si là on reprend le schéma de l'Européen toutes les 30 km, pourquoi pas, à tous les 30 km, il va y avoir un tiers-lieu différent et qui va répondre aux besoins de la population. Et il n'y aura pas nécessairement dans ce tiers-lieu un espace de coworking, car il n'y a pas qu'une dimension de travail derrière des ordinateurs de bureaux. Ce ne sont pas des bureaux à partager, pour simplifier ou schématiser. C'est un lieu dans lequel on se rencontre sur des projets. Je peux vous donner un modèle de tiers-lieu qui fonctionne très très bien, que vous connaissez dans le coin, puisqu'il est à 15 km d'ici. C'est le tiers-lieu éphémère d'Aurillac, qui sur 5 jours va réunir des gens du théâtre dans un endroit, et c'est là où on va produire de la valeur. Dire quel est le business qu'ils vont produire est particulièrement difficile. Pourtant, la plus-value, elle est réelle, autant pour la ville que pour ceux qui participent, les compagnies de théâtre et compagnie. Un autre modèle de tiers-lieu qu'on connaît aussi, ce sont les modèles de relais de service public. On va réunir dans un lieu des services, comme par exemple des accès à distance à des services publics. Parler de plus-value économique quand on dit on va se connecter à la cave, donner un lieu unique où on va se connecter à la cave, à Pôle emploi et que sais-je encore, et permettre un accompagnement des usagers là-dessus, c'est compliqué. Et il y a un autre type de tiers-lieu que vous avez cité d'ailleurs. Tout à l'heure, ce sont les télécentres, et le Cantal, je le disais tout à l'heure, a véritablement fait le pari du télétravail, a voulu développer le télétravail sur son territoire. Le président Decker nous a dit plus de 300 ou 350, je vous cite de mémoire, télétravailleurs installés sur le département, avec comme outil de structuration de cette filière télétravail, les télécentres. Décrivez-nous d'abord l'ambition qui était celle du département, la manière dont il s'y est pris, et puis aussi quelques éléments de bilan sur cette stratégie fondée en grande partie sur les tiers-lieux. Donc les tiers-lieux dans le département du Cantal se sont constitués par strates de projets. En 1998, il y a eu la mise en place de 200 espaces publics numériques dans toutes les communes du département. Donc c'était une connexion Internet, un équipement micro-informatique et un animateur qui acculturait les populations à l'usage du numérique. C'était dans le cadre du plan cybercantal, voilà. 2004, il y a eu un plan de couverture de généralisation de la DSL sur le département conduit avec la région Auvergne. Donc les foyers se sont peu à peu équipés et le plan cybercantal est devenu un plan de développement des usages. Et là, c'est un peu le lien avec ce qui vient d'être dit. Des tiers-lieux, disons, d'accès au service public ont été constitués, des maisons de service public qui reviennent par la grande porte dans la loi NOTRe aujourd'hui. Donc ce sont des espaces où les gens, grâce aux nouvelles technologies, qui s'effacent pour le coup, viennent effectuer des démarches de services en ligne, puisque pour que les populations viennent s'installer, les télétravailleurs, il faut proposer du service également à ces populations, grâce à des bornes internet, des bornes de visio, et surtout un facteur humain qui est très important pour accompagner les gens et faire oublier la technologie pour faire cela. Donc les espaces publics numériques se sont développés un petit peu en maison de service public, et la troisième étape, donc, c'est le télétravail et les télécentres. Le Cantal est un département rural et la préoccupation première des élus, c'est de faire venir des populations. On ne pourra plus faire installer des industries de 500 salariés. Par contre, on peut faire venir 500 familles qui viennent avec leur chose. C'est ça un peu la philosophie.
en disant ne venez pas chercher un travail dans le Cantal, mais venez avec votre travail. C'est le pari qui a été fait, sauf que le télétravail en France a des difficultés de tous ordres. Déjà, le code du travail n'est pas basé sur la quantité de travail effectué, mais sur le temps de travail. Ça, c'est une limite au télétravail, puisque en termes de management, on n'est plus dans une logique de contrôle de présence, mais dans une logique de contrat et d'objectif. Donc c'est quand même quelque chose qui perturbe un peu l'éclosion et l'explosion du télétravail, puisque ça explose à peu près partout dans le monde, et en France, il y a encore une limite. Et puis quelque chose de culturel, c'est que les managers aiment bien avoir sous les yeux encore leurs salariés. Ça évolue, mais c'est quand même une limite qu'on a sentie assez forte. Donc le télécentre arrive à répondre un peu à ça. C'est que l'on propose 10 lieux sur le département, une petite télécentre, qui permet aux gens de venir travailler, des travailleurs indépendants, des start-up, il y aura un exemple tout à l'heure, ou alors des télésalariés de la fonction publique, d'entreprises privées, qui vont au travail tous les matins, qui peuvent accueillir un client dans une salle professionnelle, qui bénéficient de coupures connectées, de très haut débit, et qui peuvent comme ça poursuivre l'activité dans un lieu professionnel. Vous les utilisez, vous, ces tiers-lieux dans votre activité j'ai eu un peu de mal à définir votre métier. Vous êtes éditeur d'un site qui permet à des utilisateurs, j'ai dit profanes, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas à des gens qui ne veulent pas passer par un intermédiaire de créer leur propre site internet, hein, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. On permet à quiconque de créer soi-même son site internet sans connaissance technique. Donc on s'adresse aussi bien aux associations, aux particuliers, aux PME ou aux collectivités locales. Le Vistaprint du site web, si on veut faire cette sorte d'analogie. Oui, c'est un peu ça, parce qu'on a aussi permis de créer gratuitement, comme Vistaprint le fait avec ses cartes de visite, créer gratuitement un site, donc le modèle freemium, et ensuite, si les gens veulent plus de fonctionnalités, plus de pages, dans le domaine, ils peuvent passer à une formule payante. Qu'est-ce que vous faites là, si j'ose dire? Alors, on a créé avec Cédric, mon associé, sitew.com en 2007, depuis chez nous. Et en 2011, avec le développement de notre société, donc on l'a créé déjà depuis Calvin, une petite commune rurale à 30 minutes d'Aurillac. Et en 2011, on se faisait sentir le besoin d'embaucher. Et on n'avait pas à accueillir des salariés chez nous, c'était un peu délicat. Donc on commençait à réfléchir quelle solution on avait, et la solution semblait se rapprocher d'Aurillac. Donc du coup, se rapprocher de la ville. C'est à ce moment-là qu'on a été approché par la commune de Calvinet, la commune voisine, qui projetait de créer un télécentre, le Cassanews, voilà, Cassanews. Et bien sûr, le projet nous a plu tout de suite. Et en 2012, on a rejoint, donc on a intégré le télécentre de Cassanews. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette solution? C'est une question de coût, c'est une question de qualité du service, les deux peut-être, j'en sais rien. Les deux, le coût était moindre, et ce qui est important quand on crée un projet, une entreprise, c'est vraiment focaliser sur le projet. Et là, ça nous épargnait les démarches administratives, c'est très simple, il y a juste un petit contrat signé, les bureaux étaient prêts avec le mobilier, une salle de réunion, une cuisine, une femme de ménage qui passe de temps en temps, Internet, le chauffage, et tout ça, c'était des choses qu'on n'avait pas besoin de s'occuper, on pouvait vraiment focaliser sur notre projet. Et alors les promoteurs des tiers-lieux nous disent ce qui est formidable, c'est que par l'alchimie miraculeuse de ces gens qui cohabitent, ou en tout cas qui ont cette proximité de travail, se crée une véritable collaboration autour de projets. Vous avez vécu ça, vous avez découvert des gens, des compétences, ou élaboré des projets sur la base des talents que vous auriez rencontrés sur place? Alors le télécentre de Cassanews est assez petit, il y avait deux sociétés, la nôtre et une autre zootique qui permet de faire qui produit des logiciels vétérinaires dans le Cantal. Et 200 habitants la commune. Hein. Ouais, donc c'est vrai que d'échanger avec eux a été vraiment enrichissant, d'échanger sur les technologies, sur le modèle économique, sur les aides qu'on peut avoir, donc c'est vraiment apprécié de pouvoir échanger avec une autre société. Vous y êtes toujours, hein? Alors on n'y est plus depuis le 1er août. Alors on a cherché, depuis on a 4 salariés, donc on est 6 personnes, les télécentres devenaient un peu petits, nos salariés sont proches d'Aurillac. Donc on a cherché à se rapprocher, malheureusement proche d'Aurillac, tout en restant en zone rurale pour certaines raisons fiscales. On n'a pas trouvé de télécentre ou de locaux équivalents. Donc du coup, on a été obligé de louer une maison pour installer notre société.
Alors, on va s'adresser maintenant à la Caisse des dépôts et au Commissariat général à l'égalité des territoires. Manifestement, et en tout cas c'est le cas, me semble-t-il, dans la région Limousin, il y a de la part de la puissance publique une volonté de développer ce concept de tiers-lieux et même de mailler les territoires ruraux avec des tiers-lieux. La question est, quel bénéfice la puissance publique attend-elle d'un maillage de la sorte? Et puis je la compléterai, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre tout de suite. Peut-on ex nihilo créer des tiers-lieux? Est-ce qu'on peut vraiment aménager le territoire en tiers-lieux comme on le ferait avec des axes de communication? Mais sur les attentes déjà, sur les bénéfices pour le territoire, on l'a compris pour les utilisateurs, mais pour le territoire lui-même. Bon, d'abord, pourquoi la Caisse s'intéresse à ce sujet-là parmi d'autres? La Caisse est une bête un peu bizarre dont on a parlé hier soir. Elle n'a pas seulement 200 ans. C'est aussi une structure qui est souvent à la frange entre le national et le local, entre le rural et l'urbain, entre le public et le privé, entre le numérique et l'immobilier. Et vous voyez que tous ces sujets-là, on les retrouve dans le cadre des tiers-lieux. Donc ce que nous essayons de faire, d'abord, c'est de favoriser le développement des tiers-lieux par un certain nombre d'études, dont une que je vais parler pour répondre à votre question. D'autre part, on participe avec des collectivités à la mise en œuvre et à la conception d'un certain nombre de projets, notamment par exemple un projet intéressant parce que transfrontalier auquel on a participé avec le Grand Genève, qui avait pour objectif de développer un réseau de tiers-lieux transfrontaliers dans le cadre de la problématique qu'on connaît des travailleurs frontaliers, de la limitation des déplacements, etc. Et puis, troisième mode d'intervention, c'est de participer à leur mise en œuvre financièrement en participant au financement du projet. Et ça veut dire aussi en étant attentif à leur modèle économique, y compris dans les zones rurales. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, on a fait réaliser par l'ENS Cachan une étude en 2014 sur ce qu'on a appelé les externalités, c'est-à-dire les bénéfices qu'on peut tirer de ces tiers-lieux. Il y a certaines de ces externalités qui concernent les individus sur le nombre d'heures gagnées, par exemple, dans une journée, 73 minutes par jour, par personne qui travaille dans un tiers-lieu ou qui télétravail, pour les entreprises, sur les gains de temps passé au travail et de productivité, contrairement à une idée quelquefois répandue qui consiste à imaginer qu'on craint que la liberté donnée aux travailleurs se traduise par moins de travail plutôt que plus. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi des externalités pour l'État ou pour les collectivités territoriales qui accueillent ces tiers-lieux. Donc, les chercheurs ont abouti à la conclusion qu'en moyenne, un tiers-lieu permettait de créer 9 emplois par commune. C'est évidemment pas 9 emplois salariés du tiers-lieu, c'est à la fois les salariés du tiers-lieu et ceux qui sont incités à rester dans la commune. On a aussi essayé d'évaluer les recettes fiscales qu'on pouvait retirer, qui ont été évaluées à 50 000 € par an et par tiers-lieu. On a aussi fait des évaluations sur les retombées nationales, économiques. On a abouti à 500 millions d'euros par an d'économies nationales générées ou réalisées dans les entretiens des routes, la pollution, les accidents, la sécurité sociale, etc. Je vous invite à aller voir sur le site internet de la Caisse l'étude complète qui a été réalisée, qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus significative que ce que je viens de vous dire. Vous avez son nom exact à l'étude ? Je pense que si vous mettez externalité des tiers-lieux, vous devriez pouvoir trouver... Externalité, tiers-lieux, Cachan aussi, vous avez dit... Voilà, c'est une étude réalisée par l'ENS Cachan, et en fait c'est une projection en 2025 qu'on a faite. On a imaginé que les tiers-lieux se développaient de manière massive et nationale sur tout le territoire. On va terminer ce tour de table avant de prendre une questions ou réactions
si vous le souhaitez, avec le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Anne Faure, le point de vue du commissariat sur ces tiers-lieux, sur leurs bénéfices et puis sur la stratégie aussi du commissariat en la matière. Merci. Alors vous avez dit effectivement le CGET, je présente rapidement parce que c'est une structure récente, c'est un titre Premier ministre créé en mars 2014 qui regroupe l'ex-Qatar, mais également l'ex-CGI, c'est le secrétaire général de la ville, et l'accès. Donc on a aussi dans nos compétences les politiques de la ville et les quartiers. C'est intéressant en termes de dynamique des territoires. Voilà. Bien près du micro. Voilà. Alors, pourquoi le CGET, effectivement, on s'intéresse, et pour nous, effectivement, c'est un élément très important. On aborde, nous, la question des TPE par le télétravail. La data s'intéresse depuis très longtemps à la question du télétravail. Et donc, on a nous, le schéma, c'est télétravail, télécentre, et télécentre, tiers-lieu. Donc, concrètement, en fait, on a également, nous, une étude qu'on a conduite, effectivement, fin 2013, courant 2014, et qui n'est pas encore publiée, mais qui sera publiée sur notre site dans une quinzaine de jours. Ce qu'on a essayé, nous, d'abord, on est sûr que c'est effectivement un élément favorable au développement et à l'attractivité des territoires. Moi, j'ai un autre chiffre. Aujourd'hui, ce que coûte au territoire national tout ce qui est trajet, domicile, lieu professionnel, c'est plus de 17 milliards par an, environ un petit peu moins de 1 000 € par foyer. Donc voilà, c'est clair, il y a quelque chose à faire. Donc nous, notre positionnement, c'est de dire comment aider effectivement les territoires à installer des tiers-lieux. Donc notre étude, c'est également en fait une étude qui permet un petit peu, c'est une aide à la décision et qui essaye de mesurer en fait les gains sur trois types d'acteurs, à savoir les salariés, l'entreprise et les territoires. Alors pour ce qui concerne les territoires, en fait l'étude propose un modèle en fait d'analyse et pour aider en fait les territoires à une collectivité, une ville, un département, à voir comment créer un tiers-lieu. Donc il y a, si je rentre un petit peu dans les détails, c'est assez précis, on a 23 indicateurs qui permettent en fait d'évaluer ce qu'il y a en opportunité, ce que ça coûtera et quels seront les gains. Donc voilà, nous on y croit et on propose des outils d'aide à la décision de ce point de vue-là. Un autre aspect qui est assez important, c'est que le CGET est également leader avec la Caisse des dépôts et la participation de la Poste au développement du plan national de développement des SAP. Et dans ce cadre-là, donc maison de service au public. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, on a un certain nombre de points qu'on va passer sur ce que doit être une maison de service au public, mais on a aussi une réflexion de fond sur justement le fait qu'on pourra y trouver d'autres choses, qu'il faut vraiment avoir une approche très ouverte de ce que peut être un lieu de ce type. Donc on travaille là-dessus avec la Poste, avec le think tank, la FING, et on essaye de réfléchir plus largement à ce que peut recouvrir un tiers-lieu, notamment en termes de gains sociaux. 10 secondes pour Fabien Netsianowski, et puis ensuite une ou deux questions. Il nous reste 3 minutes pour faire tout ça. Oui, le télétravail c'est bien, mais ce qu'on trouve autour d'un buffet, c'est pas mal aussi. 3 informations rapides qui peuvent intéresser tout le monde. On constitue sur Aurillac un pôle d'excellence universitaire autour du télétravail. Donc il y aura des formations disponibles pour des jeunes entrepreneurs, pour des managers ou pour des élus, à l'intérêt universitaire dans le cadre des projets d'excellence A2X à partir de la rentrée scolaire prochaine. Également que l'on a monté une convention avec Pôle emploi, c'est des choses qui peuvent se faire dans les départements ruraux, c'est-à-dire que Pôle emploi, lorsqu'il publie des offres d'emploi à Paris, à Toulouse ou à Montpellier, flèche les emplois télétravaillables et route vers les télécentres du Cantal. Et le troisième point, c'est constituer son département, c'est une excellente idée. Un Cantal Business Angel, donc Sébastien Pissavi-Evans, c'est le président de la structure. Donc ce sont des privés qui se sont mobilisés, des entrepreneurs, pour financer des projets de start-up à partir du moment où ils s'installent sur le département.
Une question et sa réponse si vous le souhaitez, ou une contribution. Et c'est mademoiselle, ou madame, pardon, qui a gagné le droit de s'exprimer, puisque c'est elle qui s'est manifestée en premier. Pardon, monsieur le député, mais c'est ainsi. Bonjour. Bonjour à tous. Plutôt une contribution. Je suis chargée de mission de développement de projets numériques sur le territoire de la Lozère. Et je travaille plus particulièrement pour la maison départementale de l'emploi et de la cohésion sociale. On coordonne, on anime un réseau de tiers-lieux sur le territoire, principalement situé dans des MSAP. Et j'insiste en fait juste sur quelque chose que Louis Gervais a dit tout à l'heure, l'importance de l'animation de ces lieux-là. Ce n'est pas des lieux qui se créent ex nihilo sans avoir étudié les besoins et les attentes du territoire. Il faut qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait aussi une diversité de public dans ces lieux-là. C'est aussi pour ça qu'un télécentre ne vivra pas tout seul, un espace de coworking ne vivra pas tout seul. L'idée c'est de mixer ces différentes dimensions à l'intérieur d'un tiers-lieu, pour qu'il y ait justement création de valeur, création d'activité et que ça puisse créer quelque chose d'attractif pour les territoires. Voilà, donc je voulais juste insister sur l'importance d'avoir une diversité publique dans ces lieux qu'on appelle tiers-lieux et de bien réfléchir à l'implantation avant d'une communauté existante pour créer un dynamisme. Notre dimension pour la ruralité, c'est aussi tout ce qui est autour de l'itinérance. On voit de plus en plus de tiers-lieux itinérants sur les territoires. Voilà, en Lozère, on travaille sur cette problématique aussi du fait des spécificités de notre territoire extrêmement rural. C'est aussi une dimension qui, je pense, pourra faire l'objet d'autres conférences dans les années à venir au sein de ruralité. Merci Madame de votre contribution. Merci à vous tous, Anne Faure, Hélène Lamblin, Loïc Gervais, Frédéric Boissière, Dominique Valentin, Fabien Versange, Fabien Zaneski et le représentant Antoine de Mutinerie Village. Reprise des travaux ici même à 14h avec un représentant de Kiss Bank et puis ensuite une table ronde sur l'éducation. Bon appétit à tous, cadeau gratuit sur le stand de Tencent.